En ce mercredi 11 juin, on discute d'itinérance sur la Rive-Sud avec Caroline de Rome et Pierre Rousseau. On parle de nouveaux terrains de pickleball qui ne font pas que des heureux à Châteauguay. On fait le point sur la construction d'un parc solaire à Delsun et on revient sur cette histoire d'ours à Saint-Zotique. Ceci n'est pas une revue de presse en compagnie des journalistes Audrey Leduc-Brodeur et Valérie Lessard, un balado de Gravité Média. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Caroline de Rome et Pierre Rousseau, directeur de la Halle du Coin à Longueuil, un refuge qui vient en aide aux personnes en situation d'itinérance. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Caroline, votre histoire a touché beaucoup de gens depuis 2 semaines et si vous me le permettez, je vais rappeler les faits. Vous n'avez pas de logement et vous aviez installé une tente avec un ami près de la rue Allard à Brossard. Le 27 mai, un automobiliste a foncé sur vous et votre campement et vous a blessé. Le conducteur, Luigi Fragomelle, aurait délibérément commis ces gestes et il fait face à des accusations d'agression armée, de voies de fait causant des lésions, de conduite dangereuse, de délit de fuite et de méfaits. D'abord, en date d'aujourd'hui, j'ai envie de vous demander comment vous allez. Ça va somme toute assez bien. J'aurais pu vraiment être plus malchanceuse dans mes blessures. Entre autres, je veux dire, j'ai pas de fracture ouverte, rien de ça. J'ai été opérée assez rapidement. Ça a été pris en charge. J'ai pas de douleur chronique. Je suis au Tylenol en ce moment. Là. Mais vous avez la jambe cassée. J'ai la cheville cassée. La cheville, La OK. cheville, au niveau de la cheville. Les ligaments du côté gauche sont déchirés. Donc, il va y avoir de la réhabilitation à faire éventuellement là, pour... mon pied, c'est à ce moment-là que je vais voir là, si j'ai vraiment des séquelles ou pas, mais ça regardait bien selon la docteur qui m'a opéré. OK. Comme il y a un processus judiciaire en cours, vous ne pouvez pas commenter pour le moment ce qui s'est passé le 27 mai dernier. Mais la semaine dernière, vous êtes quand même sorti publiquement en point de presse avec des organismes locaux pour dénoncer la violence à l'égard des personnes en situation d'itinérance. Pourquoi c'est important pour vous de faire cette sortie publique? Ce qui se passe présentement, je le perçois vraiment comme une tribune qui m'est offerte pour sensibiliser les gens. C'est quelque chose qui me tient à cœur depuis vraiment longtemps. J'ai des amis qui vivent dans des tentes, que c'est ça leur mode de vie depuis des années. Je connais leurs difficultés. Je le vois vraiment comme un moyen de pouvoir aller chercher les gens, leur démontrer aussi, tu sais, parce que je pense que je suis quand même loin du stéréotype que les gens se font des gens dans la rue. Donc, ça peut faire en sorte que des gens réalisent que les gens ne choisissent pas cette situation-là. Puis, moi, je vais avoir gagné Est-ce que vous sentez justement que ce message-là est entendu depuis que vous êtes sorti la semaine dernière? Ben moi, je reçois publiquement? énormément là, de messages de compassion, d'amour. Il y a des gens qui essayent de m'aider vraiment, des totalement inconnus, là, des gens qui m'ont contacté sur Facebook justement pour m'offrir des logements. Des gens que, tu sais, pas des organismes, là, des gens... Monsieur, des madame, tout le citoyens, monde. là, exactement. Ça m'a vraiment... ben, c'est plate de dire surprise, mais quand même, tu sais, je veux dire, j'avais aucunement cette attente-là. Puis le flot d'aide que j'ai reçu, là, c'est incroyable. Vous avez dit que vous n'êtes peut-être pas le stéréotype de la personne qui se Oui. retrouve sans logement. Est-ce que vous êtes à l'aise de nous raconter un peu c'est quoi votre situation, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Si on remonte à un peu plus que 2 ans, bien, de un, j'ai perdu mon père. Ça a été quand même un élément déclencheur qui m'a amené vers une dépression. Là. Je veux dire, à ce moment-là, je le voyais pas nécessairement comme ça, mais ça a été de plus en plus difficile au travail. Je me suis ramassée en arrêt de travail, des antidépresseurs, un truc du genre. Ça allait pas bien non plus avec mon copain. Il a fallu qu'on déménage. À ce moment-là, tu sais, j'avais encore mes enfants, puis tout ça. Je galérais, mais tu sais, je m'en sortais quand même. Là, à l'autre logement, là, ça a devenu encore plus difficile avec mon conjoint. C'est un servicieux. C'est OK. vraiment un servicieux parce qu'il ne pouvait pas s'en aller parce que la crise du logement étant, il n'y avait pas d'endroit où aller. Moi, j'étais comme pris là aussi. Là, les enfants, ça marchait pas parce qu'il y avait beaucoup de chicanes. Puis je voyais bien que c'était comme pas un milieu idéal. Donc, je les envoyais chez leur père. Puis à partir de là, bien, là, j'ai commencé à consommer en plus. Fait que ça l'a comme évidemment pas du tout aidé. Mhm. Ça a duré comme ça peut-être un bon 6 mois. Puis finalement, là, ça a vraiment éclaté. J'ai décidé, moi, avec une entente de mon propriétaire, de partir de là. Je suis allée chez une amie en me disant je vais me revirer de bord, je vais trouver quelque chose d'autre, mais j'ai jamais trouvé rien, évidemment. Avec j'ai épuisé, dans le fond, mes prestations de chômage, parce que c'est pas grand-chose. Là. Puis moi, en plus, je suis tombée sur le chômage, je pense, 2 semaines avant qu'ils changent la réforme, que ça avait augmenté de 28 à 50 quelques semaines. Fait que j'ai pas eu droit à ça. Un détail, mais un quand détail même. important quand même. C'est ça. Donc, là, tombée sur le bien-être social. Puis on dirait que c'est comme
plein de portes qui se ferment là, une après l'autre, puis là, tu te sens mal parce que tu consommes, tu te sens mal parce que tu t'occupes pas de tes enfants, tu te sens mal parce que tu vas pas travailler. Ça fait beaucoup de pression. J'ai développé des troubles anxieux chroniques, mon arrêt de travail qui a perduré. Donc, je me suis ramassée, ça fait 1 an de ça, puis je suis toujours sans adresse à mon nom, en fait. Moi, je fais partie de l'itinérance cachée que j'ai appris par après. Oui. Ça avait un nom, ça. Donc, tu sais, je me Qu'est-ce que battais à c'est, dire, je suis pas itinérante, mais je suis itinérante, tu sais. Parce que vous n'avez pas de domicile Exactement. fixe, dans le fond. Moi, je fais du couchsurfing, je vais chez une amie, chez un autre, chez mon frère, chez ma mère, je me promène. J'ai dormi dans des tentes par-ci, par-là, un peu plus par choix que d'autres personnes, c'est sûr. Mais j'ai dormi dans des tentes pareilles, puis j'ai dormi dans une tente en plein hiver, puis je vous mets au défi. C'est vraiment pas drôle. Parce que vous sentiez que c'était le dernier recours à ce moment-là, la tente. Ben On non, voit les j'ai campements passé une présentement. soirée avec des amis dans la tente, puis il était rendu tard, puis on a fait « Ah, ben tant pis, tu sais, on va rester ici. » Puis j'ai fini par tu sais, m'endormir, puis tout ça, mais c'est quand tu te réveilles là, au petit matin, là, qu'il fait froid. C'était terrible. Puis tu sais, moi, ça a été une nuit, là. Lui, c'est sa vie. C'est son quotidien. Exactement. Mais tu sais, je pense que c'est des choses que si les gens vivaient ça juste une fois dans leur vie, ça changerait peut-être leur vision des choses. Oui, c'est clair. Est-ce que c'était le premier acte de violence auquel vous faisiez face? Si on parle de violence verbale, physique, insultes. Si on minimise minimiser. Si on prend le terme violence et qu'on le ramène à la base, non, vraiment pas, là. Mais à ce point-là, vraiment, puis je pense que je clenche tout le monde que je connais, là. Mais des insultes, des commentaires, des regards même. Juste, je m'excuse, là, mais se faire ignorer, c'est d'une extrême violence. Là. À la fin de la journée, là, des fois, c'est ça qui est le plus lourd versus... Quand quelqu'un te gueule après, au moins, il y a une interaction, tu sais. Mais te faire ignorer back à back, oui, exactement, c'est déshumanisant, là, ça sent bon sens. Juste dire bonjour, pas juste donner un 25 cents ou rien, là. Juste un petit salut de la tête, là, ça change la journée des gens. De pas comme passer son chemin et faire comme cette personne n'existe pas. Exactement. Ça, c'est des choses que vous avez vécues. Ah ouais? Ben oui, beaucoup. Ou même, tu sais, des fois, j'allais avec mon ami qui a été aux voitures, là, faire les chars, puis les gens, ils s'en montrent leur fenêtre, puis ça regarde vers le lointain, là, où tout d'un coup, ils ont un appel, tu sais, genre, c'est... Tu le vois, là, que c'est pas vrai, puis tu sais, j'ai pas besoin, là, tu sais, genre, je vais pas attaquer ton véhicule, si t'as pas d'argent, tu me dis, puis c'est tout. Là, au moins, il y a eu un contact ça, humain entre les deux. Parce qu'encore une fois, c'est ça qui vient lourd. Puis moi, je l'ai remarqué, puis je quête pas tous les jours du matin au soir. Là. Moi, j'étais allée là plus aider mon ami pour avoir un petit peu plus de sous, l'aider, parce que moi aussi, j'étais un peu dans la misère. Puis mais moi, je fais ça, veux-tu venir avec moi, ça va t'aider peut-être. Je dis, OK, cool. Je déteste faire ça, personnellement. Ouais. Mais il y a des gens qui n'ont pas d'autre façon de faire des sous. Là. Et vous avez toujours vécu ça sur la rive sud de Montréal? Du tout. Non? OK. C'est tout nouveau Non, que vous êtes sur la rive. récent, mais OK. oui. C'est pas une moi, belle j'étais à expérience, Montréal. là. J'ai été dans le sud-ouest de Montréal pendant les 20 dernières années. OK. Donc, les logements que j'ai perdus, ça, c'était tout dans le sud-ouest. Au final, j'ai été faire une thérapie avec le CRDM. Qu'est-ce que c'est, le CRDM? C'est le Centre de réadaptation... De Montréal? Réadaptation... OK, mais non, En tout c'était cas, juste... c'est ça en lien avec la consommation. Là. C'est une thérapie pour arrêter de consommer, justement. Puis, quand je suis sortie de là, je ne voulais pas rester à Montréal parce que c'était un peu chaud pour moi, là, veux pas. J'ai tous mes contacts puis tout ça. Donc, je suis partie chez mon frère à Brossard. Puis, quand les événements sont arrivés à la fin mai, ça faisait 1 mois et demi à peu près que j'étais là. Des fois, vous alliez chez votre frère, puis là... Bien, j'ai mon frère qui m'hébergeait. J'ai un ami à Montréal qui galérait aussi, que j'allais voir des fois. Puis quand j'allais le voir, là, on dormait dehors à Montréal parce qu'il commençait à faire quand même pas trop froid. Puis pour l'aider, j'étais comme, sors de Montréal, je te jure, ça l'aide beaucoup. Tu sais, t'es moins en contact, puis tout ça. Fait que, en fait, c'est pour ça qu'il était avec moi là, à ce moment-là. On cherchait, tu sais, un spot qui puisse mettre une tente ou quelque chose en attendant de trouver de l'hébergement, tu sais, soit... Je connaissais pas j'avais aucun contact sur la Rive-Sud, le côté hébergement, service, puis itinérance. Là. Je savais même pas qu'il y en avait. Donc, là, avec ce qui est arrivé, avez-vous l'impression que finalement, la Rive-Sud, c'est pas vraiment mieux c'est Montréal? mieux à Montréal, ça, c'est sûr. Les gens sont beaucoup plus tolérants.
Surtout pour ce qui est des villages de tentes, pis ces trucs-là, j'en ai pas vu tellement. Apparemment qu'il y en a un près de l'hôpital Charlemagne, un petit, j'appelle ça des villages de tentes, Ouais. mais que des gens se sont mis ensemble sur un petit bout de terrain. Mais jusqu'à quand? Parce que c'est toujours pas légal, ça. Fait qu'ils sont toujours dans l'attente d'être démantelés. À tous les jours, tu sais pas si tu vas redormir chez vous ou pas, tu sais. Vous, Monsieur Rousseau, à titre de directeur, vous travaillez au quotidien avec des personnes en situation d'itinérance et vous êtes aussi à même de le constater. Peut-être les enjeux de cohabitation, de voisinage. On pense à l'ancien lieu de la halle du coin. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu de justement la cohabitation spécifiquement sur la rive sud entre les campements puis le voisinage? En fait, l'itinérance devient plus visible avec les saisons. Hein? Il y a plus de tentes en été qui s'installent. Effectivement, il y a quelques campements qui s'installent. À Longueuil, les gens sont peut-être un peu plus rompus à ça, mais c'est pour une partie des gens qui occupent ces campements-là où il y a une partie qui peut être plus dérangeante. Moi, j'appelle ça de la détresse audible. Mais il y a une grande partie qui ne l'est pas toujours puis qui souhaiterait se faire dire bonjour ou se faire regarder. Puis, on en discutait, Caroline et moi, en venant, parce qu'on parle de nos expériences. Puis, vous savez, moi, je suis identifié avec la halle du coin. Puis, je vais voir des voisins, des commerces ou des choses. Puis, le regard dont Caroline parle, un genre de regard de mépris, ça arrive quand même. Vous le vivez vous-même là, en tant que représentant. Oui. C'est heurtant. Mais moi, qui suis-je? Moi, je suis pas dans cette situation. C'est mon travail. Tu sais, moi, j'assume. Mais me faire regarder comme ça une couple de fois par jour, je serais en colère. Il y a une colère qui pourrait s'installer. Tu sais. Et l'exemple de Caroline, je bonifie sur d'autres choses. C'est une histoire où la chaîne débarque, parce que là, 3 ans, personne n'est à l'abri de l'itinérance. Attention, là, si vous portez un jugement puis vous regardez ça, vous dites « Ah, pas moi » ou « Ça m'arrivera pas ». La vie, on veut pas ça pour les gens, mais la vie change vite. Puis le phénomène d'itinérance cachée, eh bien, il est moins visible, mais c'est aussi une situation pour une partie de la population. Et puis, pour la cohabitation, si quelqu'un pourrait m'amener une baguette magique, mais ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on vive ensemble. Puis ce que je sais, c'est que Caroline, c'est une sœur, c'est une mère, c'est quelqu'un. Puis les messages qu'on a pour les gens en situation d'itinérance, c'est sûr que quand tu te bats contre quelques démons, tu sais, ce que les gens vont penser de toi, peut-être que tu vas dire c'est pas si grave, mais tu sais, ce qu'on demande quand même aux gens qui sont en situation d'itinérance, notamment à la halle, tu sais, d'agir civiquement le plus possible, tu sais, avec l'entourage, parce que nous, on est là, Curé-Poirier, Chemin-Chambly, c'est sur le spot, hein? Mais il faut arbitrer tout ça, tu sais. Puis en même temps, aux citoyens, il y a des moments où on sait qu'on peut aborder quelqu'un, puis d'autres où des gens peuvent être désorganisés, c'est pas le temps. Mais quand c'est le temps, là. Dites bonjour, là. Caroline, c'est quelqu'un, là. Elle a des frères, elle a des sœurs, elle a une histoire touchante, on l'a entendu. Il y a un paquet de gens qui vivent deuil, séparation, problème de jeu, une phénomène succession d'immigration, succession. Mais moi, j'appelle ça une chaîne qui débarque. Là, tu sais, la chaîne débarque. Des fois, ce qui a l'air d'une fête, chez nous, par exemple, un samedi soir, on prend un verre, on rit, là, puis ça parle plus fort. Mais quand c'est des gens en situation d'itinérance, ils n'ont pas d'endroit pour le faire. Puis quelquefois, ça a des aspects de médication aussi. Parce qu'il y a une détresse, puis on la noie ou on la... Ils s'automédicalent. Puis on... S'automédicalent, j'aime ça. Je suis pas sûre que c'était un bon là. On a compris. Non, même pas. Je l'ai pas mieux. Automédication. Mais tout n'est pas parfait. Les gens en situation d'itinérance, ils ont un chemin à faire aussi sur vivre en société, en luttant contre leurs démons. Moi, j'appelle ça des démons. Puis en même temps, les citoyens, il faut qu'il y ait une ouverture. Mais je comprends aussi. Je suis capable de le regarder dans les yeux du citoyen et de dire « Tabarouette ». Avez-vous l'impression que c'est pire depuis quelques mois ou pas vraiment? Au niveau de la cohabitation? En fait, si vous parlez d'expérience personnelle, j'ai quitté la rue Bourassa avec un campement célèbre. Donc, c'est jamais comme c'est maintenant au Curé-Poirier puis Chemin-Chambly. Mais en même temps, les voisins qui m'entendent ce matin vont dire « Ah, mais Pierre, c'est pas si bien, hein? » Parce que oui, il y a des petits crimes qui se font alentour. Puis c'est pas l'école privée. Puis on a des intervenants qui font le tour du terrain, qui rentrent à l'intérieur, qui demandent.
Mais oui, on trouve une canette de bière sur le terrain. Oui, on trouve des choses. Mais on fait vraiment notre possible pour arriver qu'on puisse vivre en paix ensemble. Il y a beaucoup de mise en lumière, les citoyens devraient ci puis ça, mais c'est autant à l'opposé. Les personnes en situation d'itinérance, il y en a un faible pourcentage qui sont plus cabotins, on va dire, qui viennent mettre, on dirait, une réputation comme mauvaise sur tout le reste de la population itinérante, puis c'est dommage. Mais oui, il y a du côté des personnes en situation d'itinérance des comportements qui ne sont pas acceptables. Puis ça, je tiens quand même à le dire, il y a une balance à faire là-dedans. C'est pas juste aux citoyens de s'adapter à... Tout le monde doit faire son petit C'est ça, exactement. Ouais. Je pense que c'est vraiment un travail qui doit être fait à tous les niveaux. Là. Puis vous avez réagi comment quand vous avez appris l'histoire de Caroline? Ben, je voulais pas y croire. Moi, j'aimais mieux penser que c'était un accident ou... Je me disais, il y a une histoire. J'ai dit, je dois avoir un bout de l'histoire qui me manque, c'est sûr. Puis là, maintenant, tu dis, c'est bien ça, tu sais. Mais en même temps, ce que j'entends de Caroline, c'est toute l'aide qu'elle a reçue après. Parce que là, des fois, la question que les médias ou les gens ont, c'est est-ce qu'il y a une montée de l'intolérance? Ben, on n'est pas aux États-Unis. Moi, je crois à la bonté des gens de Longueuil, de la Rive-Sud, des Québécois qui à preuve, vont offrir plein d'aides puis des choses comme ça. Puis je pense que les gens s'attristent de voir les gens dans une situation comme ça. Oui. Puis ils savent pas comment agir avec ces gens-là. Là. Mais il n'y a pas de... Il faut être vigilant comme organisme. Il faut continuer à... Les gens en situation d'itinérance ne veulent pas toujours... Par exemple, je ne sais pas si Caroline, elle a rapporté des cas d'abus de violence verbale, mais un cas comme ça, il est rapporté. Mais il y a un paquet de gens qui gardent le silence en situation d'itinérance, qui vivent des choses du genre. Non, puis j'ai entendu Nous, on en a horreurs, adressé quelques-uns cas. Les gens ne veulent pas toujours porter plainte puis entamer un processus judiciaire. Puis l'OSPAL, avec laquelle on a très bonne collaboration, bien, sans porter plainte, des fois, il y a du monde qu'on peut aller jaser, puis leur dire, là, ça ne marche pas comme ça. Là. Puis tout ça est aussi un symptôme d'un problème beaucoup plus grand, entre autres, qui est l'accès au logement. Parce que j'imagine que vous, à la base... Présentement, pourquoi que ça éclate de cette façon-là, c'est parce que ça n'a plus de bon sens. Le prix des logements, c'est inaccessible. Les HLM, puis les trucs, c'est tout ce qui est sociaux, c'est des années d'attente. Vous avez essayé de vous en trouver un? Ben oui, c'est sûr, quand même. À travers tout ça, j'ai rencontré des propriétaires qui ont des logements. Tu sais, oui, mais là, tu sais, mon crédit, il n'est pas super bon. J'ai pas d'emploi, je suis bien-être social. Je reçois pas par mois le prix d'un loyer. À la base. J'ai pas mangé, j'ai pas payé rien. Oui, c'est ça. J'ai pas payé mon hydro, là. Tu sais, c'est pas possible. Oui, c'est clair. Ça n'a aucun sens. J'ai des enfants. Donc, il faudrait que j'aille en colocation avec 2 puis 3 colocs. Puis leur expliquer, mais c'est ça, une semaine sur 2, je vais avoir mes enfants. Ça prend un logement géant. Ça n'a pas du bon sens, là. Ça n'existe pas, là, cette place-là. Donc, tu sais, c'est quoi la galère là, qu'il faudrait remettre en place? Peut-être. Il y a la mairesse de Brossard qui s'est exprimée la semaine dernière, justement, à la suite du point de presse, et qui disait que l'itinérance dans sa ville, c'était marginal, en fait. L'itinérance. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation-là? C'est pas ce que vous remarquez sur le terrain. Je connais pas parfaitement Brossard. Pourrait souhaiter que c'est marginal. Si jamais ça l'est encore un peu, ça va pas le demeurer marginal. J'ai pas d'études scientifiques sur Brossard, mais il y a une expansion de l'itinérance visible, en tout cas, puis même pour celles qu'on voit moins. Mais non, ça, c'est... Je veux pas trop sourire là, quand on dit ça, là, parce que c'est pas drôle, mais non. Peut-être qu'on veut pas voir. Ouais. Peut-être qu'on se protège en voulant pas voir. Non, les gens en itinérance, c'est une communauté. Fait que si c'est pas développer une communauté, par exemple, à Longueuil, les gens qui fréquentent la halte, il y a les gens qui arrivent, qui en sortent, mais il y a aussi une petite communauté. Puis ces gens-là aiment être ensemble. Ça veut dire qu'il peut y avoir pas encore une communauté en itinérance à Brossard, mais il y en aura peut-être une. Parce qu'on a un sérieux problème de place en refuge, on a un sérieux problème de logement, puis personne n'en est à l'abri, puis l'économie est ordinaire, puis l'épicerie a monté. Puis ce que je sais pour sûr, c'est qu'à Brossard, il n'y a pas d'hébergement qui existe présentement. Il n'y en a pas. Donc, c'est sûr que les gens qui se ramassent en situation d'itinérance à Brossard vont aller à Longueuil, vont aller ailleurs. Donc, peut-être que pour elles, ça fait que les statistiques sont à 0 ou proche d'eux, mais c'est parce qu'il n'y a pas de service. Mais il y a des gens de partout à la halte.
Il y a des gens de partout. Il y a des gens de tout âge. Là. Oui. Arrive le lundi matin, là, tu dis... Je parle à un intervenant, mais je dis, c'est qui, cette madame-là? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Parce que des fois, il y a... Voyons, qu'est-ce qu'elle fait ici, là? Parce qu'un refuge, c'est bien. C'est bien comme on peut, mais c'est un refuge encore. Là. C'est pas... C'est de l'urgence. C'est de l'urgence, tu sais. Oui. Puis, il y a aussi des rénovictions. Il y a le 1er juillet qui s'approche. Oui. Vous dites de partout, ça peut aller jusqu'où? Saint-Jean, Québec, la Côte-Nord. Ah oui. Ben oui, les gens... Il y a une population qui est flottante aussi, qui sont plus en chronicité. Puis souvent, on dit, ils arrivent de Montréal, mais ils ont transité par Montréal parce qu'il y a beaucoup de ressources à Montréal. C'est sûr. Puis après ça, tu te rends compte qu'à Montréal, c'est la jungle, donc ça sort un peu des villes. Les gens en itinérance à Longueuil veulent vraiment pas aller à Montréal. Puis les gens de Montréal, des fois, parce que c'est un peu plus wild, hein, plus rough, je pense, peut-être. Quand même. Ça dépend où, ça dépend où. C'est sûr. Mais il y a toujours des... Remarque que je voyais une image la semaine passée, puis celle-là, je la prends pas. Là. Un policier qui escorte des enfants qui vont à l'école. Là, je m'excuse. Là. Parce qu'il y a un campement proche? À Montréal? Il y avait des images sur un réseau, je ne vais pas nommer. Puis... des policiers qui escortent une filée d'enfants qui va à l'école. Là. Hey, je m'excuse, là, mais il n'y a pas des gens en itinérance qui vont croquer des enfants au coin des rues. Là. Je comprends l'insécurité des parents. J'ai eu 3 enfants. Moi aussi, ça pourrait me fatiguer. Escorte-le toi-même, ton enfant, ou quelque chose, mais pas un policier qui escorte des enfants qui sont hauts. Puis c'est parce qu'après ça, là, on stigmatise les gens. On stigmatise les gens. Puis les gens en itinérance, il y a des gens comme Caroline, il peut y avoir une petite population dérangeante, mais tabarouette, il ne faut pas embarquer tout le monde dans le même paquet. Là. Au refuge, il y a combien de places? 40 places. Puis est-ce que ça suffit à la demande? Là? Je me doute de la réponse. Non, absolument pas. Puis l'enjeu aussi en cohabitation, c'est qu'il y a 40 places au refuge. Puis on se marche sur le cœur à quelque part parce que il y a comme un équilibre à atteindre. Par exemple, ce qui était souhaitable à Longueuil, puis dans les environs, c'est qu'il y ait une déconcentration des services en itinérance, dont sur Coteau-Rouge. Le départ de la halte de Bourassa, c'était bien correct. On est un petit peu plus loin. Fait que ça permet d'étendre un peu les services sur un territoire plus grand, moins grande concentration. Ça n'encourage pas les campements. Ouais. Fait que ça, c'est comme ça pour tout de suite. Nous, à la halte, on ouvre un centre de jour le vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'il y a pas... il y a des partenaires. Il y a Macadam, il y a l'Abri de la Rive-Sud, il y a le Repas du Passant, il y a Casa Saint-Hubert. Il y a des centres de jour la semaine. Le vendredi, samedi, dimanche, il n'y en avait pas. Fait qu'on a fait le choix d'ouvrir nos portes. Mais quand on ouvre nos portes, on devient très attractif. Mais moi, je ne veux pas devenir au point attractif de déranger tout le quartier. C'est ça qui est le danger. En même temps, il faut comme un équilibre dans l'offre de services puis la répartition des services. Un refuge avec les portes fermées, ça ne fait pas de sens. Non. Mais un refuge avec les portes ouvertes en tout temps, ça ne fait pas de sens. Non plus. Fait qu'il y a quelque chose de smart qu'on doit trouver là-dedans, dans un équilibre. Parce Il doit y avoir des trucs de jour et des trucs de soir qui se complètent idéalement. Oui, tout à fait. Puis il faut arriver à trouver un équilibre parce qu'un endroit comme la halte, nous, on veut y demeurer, puis on améliore nos installations puis nos choses. Puis c'est un investissement à moyen long terme de dire, on peut-tu faire attention au quartier puis au monde alentour, tabarouette, parce que on pourrait être chassé, puis on ne veut pas être chassé. C'est la base. Idéalement, vous auriez besoin de combien de places pour répondre aux besoins? Ça, c'est toute une question. Honnêtement, là, vous allez trouver ma réponse plate, mais c'est sincère, là. Je me dis qu'il y aurait 10 places de plus, je refuserais encore du monde. On dirait que c'est un genre de, je m'excuse l'expression à l'adresse, un catch-22. C'est comme sans fin. C'est comme un peu désespérant. Toujours besoin de plus. Mais s'il y en avait plus, on va en faire un petit peu plus. Il y a des choses, il y a des projets de médecine de rue avec le 6 Centre. Il y a le projet un autre aussi en santé mentale avec le 6S. On installe des locaux pour des premiers soins en haut. On a au 2e étage... On se permet de débarquer des gens. Je dis débarquer parce qu'au fil des gens qui arrivent dans le refuge, il y a des gens qui en sortent par pression. Mais quelquefois, les gens sont pas obligés d'avoir des plans d'intervention à l'air du coin. Mais quand tu as un rendez-vous que tu ne veux pas manquer puis tu ne veux pas toucher à la rue, on appelle ça, le nom s'est créé, on appelle ça le HOP. Puis là, on a peut-être 5 à 10 personnes qui ont un plan. Puis qui ne sortiront pas le 15 juin,
parce qu'ils ont un rendez-vous le 1er juillet, puis ils ont un plan, puis ils ont quelque chose de structuré. Parce que les en retourner dans la rue, ça va tout flopper, ça repart la démarche du départ. On prend les gens dans la rue, on les met toujours dans la rue. Je vous dis qu'il y a une fatigue de compassion, de quelque chose qui s'installe. Oui. Puis si je peux me permettre aussi par rapport à tout ça, les hébergements, c'est génial, ça en prend, mais il y a beaucoup de personnes en situation d'itinérance qui sont pas tant intéressées à se ramasser dans des refuges parce que c'est rock'n'roll, ça aussi. C'est pas un hôtel 5 étoiles. Là. Ils ont beau... Non, de un, puis t'as beau faire un trial à l'entrée un peu, mais peu importe, il y a du vol à l'interne, il y a une insécurité, il peut y avoir quand même de la violence. Les enjeux de santé mentale. On se pile dessus, il y a de la santé mentale, il y a de la consommation. C'est pas un milieu de vie magique, là, tu sais. Fait qu'il y a des gens qui décident de pas aller en hébergement, mais c'est parce que... C'est pas de la mauvaise volonté, là, c'est parce que t'es vraiment pas mieux dans un hébergement. Il y a des usagers qui... Puis on le prend pas... C'est pas contre les hébergements. Ils peuvent profiter de certains services, mais d'aller habiter là... Mais se faire dire à quelle heure te coucher, puis pas choisir ce que tu manges. C'est ça, c'est un peu infantilisant. Oui, puis arrive avant telle heure. Puis il y a des raisons à ça. On est obligé d'avoir ces règles-là à un moment donné. Mais c'est pas tout le monde qui va dealer bien avec ça. Absolument. C'est pour ça que des fois, les gens peuvent se dire, pourquoi ils dorment dans des tentes alors qu'il y a des refuges? Mais ça peut être un choix préféré d'avoir. Oui, c'est ça. C'est intense. Il y a une certaine intimité. Souvent, tu peux pas barrer ta porte. Tes choses sont... Tu te sens pas en sécurité. Oui, comparaison d'être dans la rue, mais c'est pas blanc ou noir. Là, non. Absolument. Puis, en terminant, là, vous avez eu des offres, puis tout ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochains mois? Je suis quasiment gênée d'en parler parce que j'ai tellement reçu d'aide. En ce moment, il y a des organismes qui sont en train de faire des pieds et des mains pour me trouver un HLM dans un programme PSL, si je me trompe pas. Puis, en fait, c'est un logement où est-ce que je paierais 25 % de mon revenu en loyer. Puis que je pourrais avoir mes enfants. Ouais, ça aiderait, hein? Ouais. Je vous le souhaite. On vous le souhaite, vous. Vraiment. Mais ça m'a tellement touchée de recevoir ces offres-là. C'est sûr qu'il y a des délais. Là, je m'attends pas. Puis c'est bien correct. Je peux être chez mon frère là, en attendant. Donc, c'est bien correct. Mais mon Dieu, que je m'attendais pas à recevoir autant. Là. Mais c'est qu'on a pu mettre aussi un visage, ça a humanisé les situations d'itinérance. Mais peut-être que là, ce qui s'en vient justement, ça va être à votre tour de l'avoir finalement, ce logement-là, puis que ça reparte. Puis c'est pour ça que je suis contente. C'est juste d'être ici aujourd'hui. Moi, c'est comme ça que je vais rembourser, si on veut, toute l'aide que je reçois en ce moment. Là. Si je peux juste faire avancer un petit peu la cause de l'itinérance au Québec, faire en sorte que les gens soient moins dans le jugement, faire en sorte que les gens soient un peu plus sensibilisés, qu'il y ait des budgets qui se débloquent, des projets qui avancent. Moi, je vais avoir gagné sur toute la ligne. Là. Je pense qu'il ne peut pas avoir une meilleure conclusion que ça, honnêtement. Caroline, bonne chance aussi Merci dans vos démarches. Puis merci, M. Rousseau. Avec plaisir. On prend une petite pause et on revient avec nos nouvelles rafales. Un ours a été aperçu à Saint-Zotique la semaine passée. Oui, un ours. Des signalements ont été rapportés aux autorités dans le secteur de la 86e avenue le 1er juin. Le ministère de la Faune a confirmé au journal Saint-François que l'animal est retourné dans la forêt, donc tout va bien. Il y a quand même eu des agents de la protection de la faune qui se sont déplacés dans le secteur et il y avait aussi eu une surveillance accrue pendant le transport scolaire le lundi matin. Qu'est-ce que l'ours pouvait bien faire en ville? L'hypothèse, c'est qu'il a été attiré par l'odeur alléchante du compost. Il était probablement à la recherche de nourriture. Une spécialiste du ministère précise que l'ours n'est pas intéressé par l'humain. Là. À la base, c'est vraiment son estomac qui le guide. Elle a aussi donné quelques conseils sur les choses à faire et à ne pas faire en présence d'un ours. Oui, on est une émission d'affaires publiques. Oui. Donc, si on aperçoit l'animal, la priorité est de garder une distance avec l'ours, de rester calme, idéalement, de ne pas lui tourner le dos et de s'assurer qu'il a l'espace qu'il faut pour prendre la fuite. Il est recommandé de se faire gros et imposant et, dès que possible, se cacher dans l'endroit sécuritaire le plus près, mettons une voiture ou un cabanon. Ce qu'il ne faut pas faire, courir. Ce serait le réflexe, pourtant. Oui, mais c'est sûr que l'ours gagne la course, donc il ne faut pas faire ça. C'est jamais recommandé de nourrir les animaux sauvages, que ce soit un ours, un renard, un raton laveur, puisqu'ils peuvent perdre leur réflexe d'animal sauvage. Faire un selfie avec un ourson, c'est aussi une mauvaise idée. Et si la biologiste en a parlé aux journalistes, c'est que c'est déjà arrivé.
Donc, s'il y a un ourson, il y a sûrement une maman tout près. Finalement, de façon générale, pour éviter d'attirer les animaux sauvages avec son compost, c'est conseillé, si possible, de garder les bacs soit dans un garage ou dans le cabanon. On peut aussi congeler son compost avant de le mettre dans le bac le jour de la collecte. La ville de Delsun veut transformer son ancien site d'enfouissement sanitaire en parc solaire. C'est notre collègue Tristan Ouimet qui nous a appris la semaine dernière que des dizaines de milliers de panneaux solaires à Delsun pourraient produire jusqu'à 30 mégawatts, assez pour alimenter tout le parc industriel de la ville. La municipalité a lancé un appel d'intérêt valide jusqu'au 19 juin pour dénicher un partenaire privé capable de porter ce projet. Une fois le partenaire choisi, Delsun répondra ainsi au tout premier appel d'offres d'Hydro-Québec qui cherche à aménager des parcs solaires de 25 mégawatts pour les raccorder à son réseau d'ici 2029. La ville, de son côté, touchera des revenus en louant le terrain ou en créant une co-entreprise avec l'investisseur. Pour le moment, côté budget, on reste un peu dans le flou car le montage financier dépendra entièrement des propositions reçues. Il faut rappeler que le site choisi est stratégiquement placé au croisement des autoroutes 15, 30, 930 et de la route 132 et il est desservi par les rails du Canadien national et du Canadien Pacifique, ce qui est un plus pour la logistique et les investisseurs. L'ajout de terrain de pickleball dans un parc à Châteauguay fera sans doute le bonheur des nombreux adeptes de ce sport de raquette, mais il inquiète des résidents du secteur qui sont bien au fait des enjeux de cohabitation avec le voisinage causés par le bruit de la balle de plastique. Le pickleball, ou tennis léger, est un sport qui gagne en popularité depuis quelques années. Plusieurs villes, autant au Québec, ailleurs au Canada et aux États-Unis, doivent aussi composer avec des plaintes de bruit du voisinage autour des terrains extérieurs de pickleball. Le fait que la balle soit en plastique et qu'elle frappe une raquette pleine augmente le niveau sonore comparativement au tennis, par exemple. Un petit poc. La ville de Calgary, par exemple, a retiré cette année un terrain de pickleball situé trop près des résidences. En Colombie-Britannique, la ville de Victoria a banni le pickleball dans certains parcs pour les mêmes raisons. Drummondville, Magog, Shawinigan sont aussi d'autres exemples où des citoyens se sont exprimés publiquement sur le sujet. Dans certains cas, des limites d'heure ont été ajoutées pour favoriser la quiétude du quartier et des toiles acoustiques ont aussi été installées. À Châteauguay, le projet actuel prévoit la conversion de 4 terrains de tennis en 6 terrains de pickleball, plus 2 terrains de tennis qui pourraient aussi être utilisés pour le pickleball. Des voisins considèrent que ça ne devrait pas être aménagé aussi près des résidences. La ville, elle, dit qu'elle souhaite répondre à une demande qui est exponentielle pour ce sport et que c'est un peu le phénomène du « pas dans ma cour » du côté des opposants. Elle a quand même réduit son nombre de terrains puisqu'au départ, il devait en avoir 16 terrains. Oh, quand même. Oui. La ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault, était de passage à Longueuil le 9 juin pour un dîner-conférence. Elle a confirmé que l'élargissement de l'autoroute 30 entre Brossard et Boucherville est repoussé à une date indéterminée. On rappelle que le chantier devait initialement débuter en 2024 et se terminer en 2028. La ministre a expliqué ce retard par la congestion des chantiers majeurs déjà en cours dans la région. En fait, il y en a trop des chantiers en cours présentement. Le tunnel La Fontaine, la voie réservée sur l'autoroute 20 entre Belleuil et Sainte-Julie, le resurfaçage de la route 116. Donc, elle a fait remarquer qu'il est impossible de tout réaliser simultanément si on veut maintenir la circulation. La ministre s'est également exprimée sur le projet de transformation du boulevard Taschereau, qui inclut un service rapide pour bus et qui a été annoncé lundi. Ce chantier d'envergure sera confié à la nouvelle agence Mobilité Infra-Québec. Aucune échéance n'a encore été fixée, mais Mme Guilbeault a insisté sur le fait que le Québec doit renforcer sa capacité à réaliser des projets complexes. Elle a aussi lancé un appel à Ottawa pour obtenir un financement fédéral, soulignant la pression exercée sur les finances du Québec et des municipalités. C'est à Varennes qu'a été réalisée une percée scientifique prometteuse qui était jugée jusqu'alors impossible, soit de générer par laser et dans l'air ambiant des faisceaux d'électrons assez intenses pour détruire des tumeurs cancéreuses. Une équipe de l'Institut national de recherche scientifique a fait cette découverte majeure qui suscite beaucoup d'espoir dans le domaine de la radiothérapie. Les chercheurs ont réussi à produire, grâce à un laser à impulsion ultra courte, des faisceaux d'électrons dans l'air ambiant à des énergies assez élevées pour pouvoir combattre des tumeurs cancéreuses. Cette découverte pave la voie à des traitements plus faciles à prodiguer dans les hôpitaux que ceux nécessitant des accélérateurs d'électrons qui exigent des systèmes complexes et coûteux en chambre à vide. Cette recherche date de la fin de l'année 2023, mais c'est tout récemment que cette découverte a reçu le prix du public du concours des 10 découvertes de l'année 2024 du magazine Québec Science. Sur le web cette semaine, on vous invite à lire le reportage de notre collègue Michel Hercir dans le Courrier du Sud à propos du skatepark de Saint-Lambert, dont les beaux jours sont du passé selon des utilisateurs qu'il a rencontrés.
On parle d'asphalte en mauvais état, modules craqués, une rampe qui n'est plus fixée. D'ailleurs, Michel expose l'état du skatepark dans une vidéo à regarder sur les plateformes de Ma Vie, Ma Région. À surveiller cette semaine, la Régie intermunicipale de police-Roussillon lance un nouveau programme de sensibilisation à la maltraitance envers les aînés. Et c'est la fin de semaine de la F1 à Montréal. On le sait, ça mobilise énormément de gens. On vous propose 2 reportages au Courrier du Sud et au Journal Saint-François qui présentent des gens qui seront sur place, mais pas derrière le volant.